D'abord, merci à Jean-Philippe, merci à Alexandre, merci à Sophie, merci à David, merci aux usagers et aux soignants qui mettent cette bagarre depuis des mois, et on sait combien mener une lutte c'est difficile. Merci pour toutes les petites mains invisibles qui amènent le café, qui amènent les gâteaux, qui amènent tout ça et qui permettent que la démocratie vive et qu'elle vive de cette manière-là. Et merci pour l'invitation, parce que j'entends que, étant désormais élu, ça va pas de soi. Donc merci à vous. Moi je viens pour m'adresser à deux personnes. La première personne que je vais interpeller, c'est vous, monsieur Patrick Brottier. Alors, quand je suis arrivé, normalement sur les documents, j'avais vu que c'était Adrea, et puis finalement on me dit que c'est Aesio. C'est compliqué. C'est comme le RPR qui devient l'UMP, qui après devient les Républicains, la Générale des Eaux qui devient Vivendi, puis qui devient Veolia, ça change de nom tout le temps, donc il faut s'accrocher. Qu'est-ce que je vais dire d'abord? Là, je suis allé voir donc le site de Aesio. Sur le site de Aesio, monsieur Brottier, je lis ceci. Alors il faut aller tout en bas de la page, parce qu'en toute honnêteté, d'abord ça commence par groupe leader en assurance avec des chiffres en milliards, chiffre d'affaires 2 milliards d'euros, fonds propres 1,5 milliard et ainsi de suite. Mais ensuite on arrive à ceci. Entreprise citoyenne, la mutuelle développe des actions de prévention santé et de solidarité sur le terrain en lien avec les professionnels de santé et le tissu associatif local. Manifestement, ce qui se passe depuis quelques mois ici est tout l'inverse de cette déclaration de principe qu'on trouve sur le site de Aesio, puisque on a en l'occurrence plutôt un groupe là qui rompt les liens avec les professionnels de santé, on les a entendus s'exprimer, et qui rompt les liens avec le tissu associatif local en s'asseyant sur la solidarité plus qu'en la construisant. Donc déjà il y a les paroles et les actes. Moi, ce que j'aurais envie de dire à M. Brottier, c'est que vous ne voulez plus vous occuper de ça. Vous dites que ça vous fait perdre des sous. Eh bien d'accord, vous en occupez plus. Mais laissez-le. Laissez les gens décider de ce qu'ils veulent faire ensuite. En tout cas, il n'y a pas de plus-value à faire là-dessus. C'est pas une opération immobilière. On parle de 2000 accouchements par an, on parle de 90 000 personnes qui viennent se soigner, on parle de ça. Donc simplement, si vous voulez plus vous en occuper, à la limite, récupérez les billes que vous avez mis au départ. J'ai cherché à savoir combien ils avaient mis au départ, c'est pas très clair et c'est pas énorme. Mais reprenez vos billes de départ et le reste, laissez-le. Et laissez les gens se débrouiller avec ça. On n'est pas là pour faire une opération financière, normalement on parle de la santé. Vous êtes une mutuelle, vous le dites, vous êtes une entreprise citoyenne, donc vous venez parler de santé et pas faire une opération financière ou une opération immobilière. C'est la première chose que je veux dire, plutôt que de donner ou de vendre au mieux offrant, permettez que les gens choisissent eux-mêmes, et puis c'est tout. Voilà, d'autant que ça a des conséquences quand même quand on dit que c'est un centre de recherche aussi en matière cancérologique, c'est du soin et c'est de la recherche, et c'est là-dessus qu'on s'assoit. Bon. Voilà pour M. Brottier. Moi, j'ai envie de m'adresser au ministre de la Santé, surtout. Parce qu'il y a dans ce dossier un silence étonnant, un silence bruyant, un silence assourdissant. C'est celui du ministère de la Santé. Et je ne pointe pas du doigt, là, particulièrement M. Véran, mais aussi sa prédécesseur, puisque ça fait des mois que ça dure, et depuis des mois, alors qu'on nous dit que ça représente 25% de l'offre de soins sur le bassin grenoblois, silence du ministère de la Santé. Ils n'ont rien à dire. Quand 25% de l'offre de soins risque de basculer vers le privé lucratif, le ministère de la Santé se tait. Et son agence, l'ARS, c'est Ponce Pilate dans cette affaire. C'est Ponce Pilate, elle s'en lave les mains. Elle vient dire c'est une affaire entre privés. Mais non! Quand il y a 2000 accouchements par an, quand il y a 90 000 personnes qui passent, quand il y a un centre de soins de recherche sur la cancérologie, quand c'est 50% des cancers de Grenoble qui sont soignés là-bas, ça n'est pas une affaire entre privés. C'est une affaire qui concerne les citoyens, c'est une affaire qui concerne les malades, c'est une affaire qui concerne évidemment l'autorité régionale de santé. C'est une évidence. On ne peut pas s'en laver les mains comme si ça n'était que du business as usual entre deux partenaires qui revendent ça au prix qu'ils le souhaitent.
C'est pas comme ça que ça peut se passer. C'est pas... Et là, donc, on attend du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui, vous avez de la chance, est de Grenoble, une prise de position, et une prise de position forte, et qu'on en finisse avec ce silence assourdissant du ministère de la Santé là-dessus. Ça pose un principe. Cette histoire pose un principe. L'actionnaire, le propriétaire, ne peut pas être le seul maître à bord. Vous savez, je me suis pas mal baladé en France, et je me suis trouvé à un moment à Luxfer, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand. C'est une entreprise qui fabriquait, donc d'ailleurs dans les hôpitaux on en a, des bonbonnes à oxygène. Vous voyez, il y en a dans tous les hôpitaux, il y en a dans tous les camions de pompiers. Jusqu'à maintenant, ces bonbonnes étaient fabriquées à Luxfer, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. Et c'est passé à un fonds de pension anglais qui a décidé de fermer la boutique, et maintenant on ne sait plus où est-ce que ça sera produit. Ils sont montés au ministère de l'économie, et qui donc maintenant s'appelle ministère de la reconquête industrielle. Vous voyez, moins on en fait, plus on a des grands mots pour marquer le fait qu'on fait rien. Parce que la réaction, en l'occurrence, du responsable du ministère de la reconquête industrielle a été: quand un enfant a décidé de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. Un actionnaire, c'est pareil. Eh bien voilà le principe contre lequel nous luttons. À Luxfer ou ici, pour le GHM. Le propriétaire, l'actionnaire, n'a pas tous les droits parce que ça a des conséquences sur les salariés, ça a des conséquences sur les usagers et ça a des conséquences sur la souveraineté nationale. Et en l'occurrence ici sur la santé. Vous savez, ce débat, il n'est pas nouveau, il date du milieu du 19e siècle. À un moment, Villermé veut interdire le travail des enfants dans les usines. Il dit c'est pas normal. Il est appuyé par Victor Hugo avec son superbe poème Mélancolia. Et là, on a à l'Assemblée nationale et dans les territoires une montée au créneau de tous les représentants du capital. Vous avez à la CCI de Saint-Étienne, je la cite parce qu'il paraît que Aesio c'est le sponsor sur le maillot de Saint-Étienne, donc allons-y. Dans une question d'éducation, il convient de ne pas oublier que le travail aussi est moralisateur. Vous voyez, pour eux, il était moralisateur qu'un gamin à 8 ans soit sur les chaînes de textile. Mais vous avez ceci, le député de Beaumont. C'est le premier pas que nous faisons dans une voie qui n'est pas exempte de péril. C'est le premier acte de réglementation de l'industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de liberté. Il ne s'agit aujourd'hui que des enfants en bas âge, mais soyez-en sûrs, un temps long ne s'écoulera pas sans qu'il s'agisse de réglementer aussi le travail des adultes. Vous avez Gay-Lussac qui dit « Malheur au pays si jamais le gouvernement venait à s'immiscer dans les affaires de l'industrie ». C'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que eux considèrent que l'actionnaire, le propriétaire, est quasiment de droit divin à l'intérieur une fois qu'on a franchi le seuil de son entreprise. Qu'il s'agisse d'une mutuelle, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse d'industrie, qu'il s'agisse de Whirlpool, qu'il s'agisse d'à peu près n'importe quoi, à partir du moment où on a franchi le seuil de leur entreprise, eh bien, c'est eux qui décident. Eh bien, je crois que c'est la même histoire qui se poursuit ici, chez GHM, entre ceux qui pensent qu'ils peuvent être pleinement décisionnaires et ceux qui pensent que non, il y a un rôle pour l'État. Il y a un rôle pour l'État comme régulateur, il y a un rôle pour l'État entre le fort et le faible, il y a un rôle pour l'État pour que ce ne soit pas les intérêts particuliers, en l'occurrence les intérêts financiers qui l'apportent, mais l'intérêt général, l'intérêt des soins, l'intérêt de la recherche, l'intérêt de la santé. Et c'est ce rôle qu'en vérité, notre gouvernement, pour l'essentiel, a décidé de ne pas jouer. De ne pas jouer dans le dossier Luxfer et de ne pas jouer ici dans le dossier GHM. Ce qu'on leur demande, c'est simplement de le jouer. Et là, je veux insister sur le moment particulier dans lequel nous nous trouvons, qui ouvre peut-être pour vous et pour nous une fenêtre d'opportunité. Pourquoi ? Parce que coronavirus. Et qu'est-ce qu'ils nous viennent nous dire partant de coronavirus ? Ils viennent nous dire qu'il faut plafonner le prix des gels. Ils viennent nous dire qu'il faut une réquisition sur les masques. Et Bruno Le Maire vient nous dire il y aura dans l'histoire de l'économie mondiale un avant et un après coronavirus. Nos peuples demandent que nous soyons plus indépendants. Est-ce que dans ce moment-là, dans le moment où on voit que pour la santé, il est nécessaire d'avoir des outils publics pour agir, pour éviter une pandémie, est-ce que c'est dans ce moment-là qu'à Grenoble, on va venir lâcher un outil qui peut être au service des usagers et au service du public ?
Enfin, de manière générale, moi je pense que j'ai entendu que c'était le chaos si les salariés et les usagers sont chargés. Moi je crois qu'il faut dire qu'aujourd'hui c'est eux le chaos. C'est eux le chaos dans la santé, mais c'est eux le chaos dans la finance, c'est eux le chaos dans l'industrie, c'est eux qui fabriquent le chaos. Et qu'au fond on a besoin, aujourd'hui je suis favorable à ça, moi, à ce que dans tous les conseils d'administration, ils ne soient pas aux mains exclusives des actionnaires. Évidemment dans la santé chez vous, mais normalement il devrait y avoir des représentants des salariés évidemment, mais des représentants aussi des usagers, des représentants des associations environnementales, peut-être des universitaires qui siègent à l'intérieur des conseils d'administration de toutes les entreprises, en tout cas de toutes les grosses entreprises, et qui viennent dire que l'intérêt général ne peut pas être cantonné seulement à l'intérêt du capital. Voilà, je crois, le sens de votre combat. C'est pour ça que l'invitation m'a été faite et que je l'ai immédiatement acceptée, parce que je pense que vous menez un combat, et je vous remercie de le mener, parce qu'il dépasse très largement les frontières de Grenoble, et pour moi, il déplace très largement les frontières du GHM. Il prend un sens qui est un sens beaucoup plus général. Ce sens-là, c'est quel est notre malheur aujourd'hui? C'est le sentiment que notre destin commun nous échappe, que nous avons plus prise sur notre destin commun. Est-ce que la lutte que vous menez aujourd'hui, au-delà des questions de santé, c'est une lutte pour tenter de reprendre en main, de conserver un outil et de reprendre en main, sur le terrain de la santé, un bout de notre destin commun. Et je vous remercie de mener cette bataille-là. Merci à vous surtout.